Un État peut-il sortir de 3 guerres successives, contre l'Iran, contre le Koweït, contre la coalition en 2003, sortir d'un régime de dictature, puis d'un régime de sanctions internationales, tout cela en moins de 20 ans, sans que sa société n'explose? Dans un précédent numéro, je vous ai résumé quelques étapes de l'histoire de l'Irak et la formation de ses frontières au début du XXe siècle. Aujourd'hui, je vais tenter une synthèse de la situation militaire et politique présente dans ce pays. L'Irak fait 435 000 km², il a environ 25 millions d'habitants aujourd'hui, qui se répartissent en 3 groupes principaux. Au nord du pays, on trouve les Kurdes, qui forment environ 17% de la population irakienne. Les Kurdes ne sont pas des Turcs, ce ne sont pas des Arabes, ils sont musulmans et sunnites en majorité. Ensuite, on trouve les peuples arabes. Notons d'abord la présence de quelques 3% d'Arabes chrétiens, puis des Arabes musulmans, divisés en 2 groupes. Les Arabes sunnites, plutôt au centre du pays, soit environ 20% de la population irakienne, et puis les Arabes, qu'on dit des Marais, au sud-est du pays, ce sont des musulmans chiites, et ils forment environ 60% de la population irakienne, donc ils sont largement majoritaires dans le pays. Car l'Irak est aussi un grand pays chiite. C'est là que se trouvent 2 des lieux saints de l'islam chiite, le mausolée d'Ali à Najaf et celui de son fils Hussein à Kerbala, où la communauté chiite a l'habitude de se rendre en pèlerinage. Cette division entre chiites et sunnites remonte à la crise de succession du prophète Mahomet en 632 de notre ère. Pour son gendre, Ali, seul un membre de la famille du prophète doit guider la communauté musulmane. Donc ce seront les chiites, c'est-à-dire les partisans d'Ali. Mais pour Abu Bakr, qui est compagnon de Mahomet, le calife, c'est-à-dire le successeur, doit être choisi sur la base de ses valeurs morales et en fonction de la sunna, c'est-à-dire la tradition. Ce seront les sunnites. Maintenant, si on se penche sur l'économie du pays, on voit que l'Irak est un pays agricole grâce au Tigre et à l'Euphrate, qui donne l'eau en abondance, ce qui est une exception dans cette région du monde. Mais surtout, l'Irak détient 9,5% des réserves mondiales de pétrole, ce qui le place en 3e position en termes de réserves, après l'Arabie saoudite et après l'Iran. Si on localise les principales nappes de pétrole sur le territoire, on voit que les poches sont au nord du pays, près de Mossoul et de Kirkouk, donc chez les Kurdes, et au sud, les nappes de Zubaïr, de Roumaïla, de Majnoun, de Bouzurgan sont dans la partie chiite du pays. L'Irak, en fait, a toujours été un État puissant et riche, mais État fort ne veut pas dire nation homogène. Je vous ai raconté dans un précédent numéro l'histoire de la formation hasardeuse de ces frontières par les Anglais en 1920. Eh bien, cette fragilité se trouve à nouveau révélée par l'intervention américaine de mars 2003 et par la chute de la dictature de Saddam Hussein qui régnait sur le pays depuis 24 ans. Alors, de nombreux analystes américains, britanniques, irakiens estimaient qu'en faisant chuter le dictateur, les troupes occidentales allaient être accueillies en libérateurs. Eh bien, c'était une erreur d'appréciation. À peine le régime tombé, une guérilla irakienne se développe, puis se renforce. En somme, voilà où nous en sommes aujourd'hui, en l'an 2007. Alors, quelle est la forme de cette guérilla, capable de mettre en échec militaire, ou en tout cas en difficulté, la première puissance militaire mondiale? L'insurrection en Irak, c'est un ensemble de groupes armés, plus ou moins liés entre eux, et l'on peut, par souci de clarté, identifier au moins 3 grandes mouvances. D'abord, la mouvance sunnite. L'insurrection, au départ, en 2003, est composée de militaires de l'armée irakienne vaincus au moment de l'entrée des troupes de la coalition, et ces troupes sont issues de l'ancien parti irakien baathiste sunnite. On voit ici une zone géographique nommée le triangle sunnite. Il correspond à peu près à la zone arabe sunnite du pays, plus large que le territoire de la tribu des Takriti de Saddam Hussein, qui détenait tous les pouvoirs dans le pays. C'est là d'ailleurs que sont perpétrés l'essentiel des attentats. Ces militaires irakiens savaient que la guerre allait avoir lieu, qu'ils allaient la perdre, et donc ils ont pu préparer les stocks d'armes, tout comme les structures de remplacement du parti Baas, ou même remplacement des structures de l'État. À cela s'ajoutent des mouvements de guérilla sunnites qui refusent de cautionner les institutions mises en place par les États-Unis et qui ont désormais surtout pour deuxième objectif de prendre la communauté chiite pour ennemie.
Deuxième mouvance, celle des chiites. On trouve plusieurs forces chiites qui ont pris les armes en Irak et qui dépassent largement la zone chiite irakienne que l'on voit ici sur la carte. Les plus importantes sont l'armée du Mahdi, conduite par le jeune chef religieux Moqtada al-Sadr, et les milices de l'Asri, c'est-à-dire l'Assemblée pour la révolution islamique en Irak, plus anti-sunnite que strictement nationaliste. À une échelle régionale, l'Iran chiite et directement voisin de l'Irak cherche évidemment à tirer avantage de cette situation. Les frontières entre les deux États sont longues, elles sont poreuses, et les agents iraniens sont très présents, tant par les armes distribuées à certaines milices, que par leurs espions du VEVAC ou encore par leurs associations caritatives. Par exemple, l'armée irakienne chiite du Mahdi est dépendante de Téhéran. Mais cela marche aussi dans les deux sens. Téhéran est dépendant de cette milice pour maintenir le poids de son influence en Irak. Pour autant, au niveau religieux, la rivalité reste grande entre les chiites irakiens et iraniens. L'Iran est accusé d'organiser l'infiltration de terroristes internationaux, y compris certains labellisés Al-Qaïda et qui commettent des attentats en zone sunnite. Car il y a évidemment la troisième mouvance, c'est le mouvement internationaliste qualifié de djihadiste. L'Irak accueille au début de la guerre tous ceux qui voulaient continuer le combat après la défaite des talibans en Afghanistan, ou bien ceux qui sont pourchassés par les autorités saoudiennes ou pakistanaises ou algériennes. Ce mouvement a trouvé refuge en Irak justement depuis l'intervention américaine. Alors il est difficile d'évaluer le nombre de ces combattants djihadistes venus d'un très large Moyen-Orient. Leur nombre serait autour, sans doute, de 10 000 hommes. Ils sont aujourd'hui rejoints par les Irakiens, et l'on trouve en Irak trois principales formations djihadistes. L'armée des défenseurs sunnites, l'armée islamique en Irak et Al-Qaïda, décentralisée dans ses décisions d'action. L'insurrection irakienne est donc tout à fait hétéroclite. L'objectif de ces groupes est militairement de chasser les troupes de la coalition, mais politiquement, les objectifs sont tout à fait disparates. On a et une vision de la défense de la communauté, des intérêts chiites ou des intérêts sunnites. On peut avoir une vision nationale, pro-irakienne, ou encore une vision islamiste, religieuse, internationaliste, évoquant même la restauration du califat de Bagdad. À ces groupes politico-religieux s'ajoutent des groupes criminels, pratiquant la prise d'otages afin de toucher une rançon, et chacun de ces groupes cherche à se mettre en position pour découper le gâteau lorsque les forces de la coalition partiront en 2008. En tout cas, ils sont loin d'avoir pu développer une vision politique, collective, nationale pour l'avenir de ce pays. Parler de guerre civile est malheureusement désormais une réalité. Les violences interconfessionnelles sont plus nombreuses que celles qui visent les soldats de la coalition. Les diverses épurations visent la création de zones homogènes religieusement, ce qui modifie peu à peu la géographie de la mixité de ce pays. Alors depuis l'intervention de la coalition en 2003, l'Irak a donc été libéré d'une atroce dictature. Il y a eu les premières élections libres dans ce pays, où les femmes irakiennes ont pu voter, un renversement des pouvoirs qui étaient tous entre les mains des sunnites, l'élaboration d'une constitution, une majorité politique chiite s'est dessinée, qui était le reflet de la majorité démographique du pays, sauf que du point de vue d'un Irakien, c'est là tout de même une projection occidentale, un schéma importé. Parce qu'en tant que nation, l'Irak aujourd'hui est désintégré, et la sécurité de ses populations dépend en fait beaucoup plus des pouvoirs locaux ou régionaux, acceptés par les tribus, les clans, les chefs religieux, que par un pouvoir central considérablement affaibli. En intervenant militairement en Irak pour lutter en principe contre le terrorisme, en fait les États-Unis n'ont fait qu'accroître cette menace au lieu de la traiter par des mesures non militaires. Alors dans un prochain numéro, je vous parlerai justement de la tactique américaine en Irak, qui est difficile à comprendre, ce qui peut advenir de ce pays sur le plan des institutions et de la vision d'un grand Moyen-Orient démocratique. Alors sur cette guerre en Irak et cette crise internationale majeure, nous avons repéré un certain nombre de très bons livres et de très bons sites en allemand, en anglais, en français. Nous les avons regroupés dans une bibliographie que nous avons placée sur le site de Arte.